Une grande journée d'action de grâce réunissant plusieurs confessions religieuses a eu lieu ce vendredi 30 juin au stade de Martyrs. Des déclarations de prière en faveur du pays ont été faites en cette journée qui symbolise l'indépendance de la RDC. Et à l'international, au Ghana, une étude de faisabilité définitive pour le projet Ewoya a été publiée. Cet actif pouvant livrer 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène sur 12 ans est destiné à devenir la première mine de lithium du Ghana. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison d'informations en cette journée spéciale du 30 juin. Commençons par cette brève. Le Stade de Martyrs a accueilli ce vendredi une grande journée de prière nationale d'action de grâce avec plusieurs confessions religieuses. Les déclarations des prières ont été faites pour implorer la grâce divine sur la RDC, les institutions, les populations, mais aussi les FRDC qui luttent pour l'intégrité territoriale. Cette journée de prière qui a été organisée dans un jour symbolique de l'indépendance a eu pour thème Tosengali Panda ya Solo Namolimo en français, implorant de Dieu la vraie indépendance spirituelle. Dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du pays, le président de la République Félix Tshisekedi est revenu sur la situation sécuritaire inquiétante dans la partie est du pays, la vie chère ainsi que la question liée aux élections. Suivez cet extrait choisi par Enoch Issei. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. De la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques. L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi, pour la première fois, celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Et puis, à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a adressé un message de vœux à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, ainsi qu'au gouvernement de la République. Poursuivant son propos, le diplomate américain a déclaré que la démocratie reste le seul fondement de relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Des plus amples informations avec Dieudonné Boinali. Au nom des États-Unis d'Amérique, j'adresse mes meilleurs vœux à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, ainsi qu'au gouvernement de la République démocratique du Congo à l'occasion du 63e anniversaire de votre indépendance. La démocratie est le fondement de nos relations bilatérales, a déclaré Anthony Blinken ci-devant le secrétaire d'État américain. Avant de poursuivre, les droits de chaque personne à voter lors d'élections libres et équitables est essentiel. La protection des droits de la personne et des libertés fondamentales est tout aussi importante dans toute société démocratique pour favoriser la pluralité et le progrès.
À travers ces messages diplomatiques, les États-Unis s'engagent donc à travailler avec les peuples congolais pour que des élections libres et équitables se déroulent avec succès et dans des conditions pacifiques en décembre 2023. Notre partenariat est renforcé lorsque nous travaillons ensemble à la promotion de nos valeurs mutuelles. Les États-Unis se sont également engagés à aider les peuples congolais à parvenir à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à aider les communautés vulnérables, le respect des droits de la personne et la réalisation de nos objectifs communs, notamment en matière de santé, d'éducation, de croissance économique et de préservation dans les bassins du Congo, contribueront à assurer la prospérité de la population de la RDC. Je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion de cette journée importante. Au cours de l'année à venir, notre partenariat avec la RDC continuera de se renforcer alors que nous travaillons ensemble à un avenir meilleur pour nos deux pays. Souhait d'un avenir radieux du diplomate américain. Toujours dans le même chapitre, la célébration de l'indépendance de la RDC, clin d'œil aux femmes, celles qui veulent s'identifier à Sophie Kanza, première femme congolaise à occuper des postes de grande responsabilité. Elles sont plusieurs aujourd'hui, les femmes qui brisent les barrières des inégalités professionnelles pour être dignes de leur dévancière des années 1960. C'est le cas avec Priska Makila, cet ingénieur de l'électronique qui s'est confié à Géopolis Télévision. Elle est au téléphone de Rosie Chioyo. Dans la vie de tous les jours, je suis obligée de travailler 2 fois pour m'imposer. Et si je m'impose, c'est grâce à ma tête que les gens autour de moi arrivent à comprendre que voilà, c'est vraiment son projet, c'est vraiment elle qui travaille dessus. L'imposition, c'était 2 fois. Je ne veux pas raconter comment ça se passait là-bas, mais quand les gens découvrent vraiment qu'on te met vraiment dans une situation où tu es seul, tu travailles, tu réussis, les gens maintenant autour de toi comprennent que non, en tout cas, elle est vraiment intelligente en fait. Et là, les respects s'imposent. Mais à première vue, c'était, c'est bien beau, elle est ingénieure, mais bon, elle est comme toutes les autres là qui ne travaillent pas, qui font rien. Et même dans le boulot, c'est comme ça. Moi, je n'espère pas de traitement de faveur. Et puisque je n'espère pas de traitement de faveur, je travaille parce que pour moi, c'est le seul moyen de me faire respecter. Donc, j'évite de remettre un travail en retard ou de ne pas bien faire un travail. En tout cas, c'est grâce à ça que je m'impose et je laisse aucune faiblesse et pas de traitement de faveur. Donc, la difficulté en soi d'être femme dans ce domaine qui est fortement dominé par les hommes, c'est de s'imposer. Alors que la RDC célèbre ce 30 juin 2023 son 63e anniversaire de l'indépendance, certains pensent que si le pays était l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement il est compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent. C'est le constat de plusieurs Quinois interrogés par la rédaction de Géopolis TV. Ils ont fait un parallélisme entre la vie sociale des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après. Rachel Misenga et Giscard Tamba. 63 ans après l'indépendance, le Congo a vieilli sans grandir. 63 ans après, la véritable indépendance reste à conquérir. Si le pays était l'une des colonies urbanisées et éduquées d'Afrique, il est actuellement compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent africain. C'est le constat fait par quelques Congolais interrogés par la rédaction des Géopolis Télévision à l'occasion de la journée de l'indépendance. En Afrique, d'abord, je vais vous dire, il n'y a jamais eu d'indépendance. Nous sommes toujours dépendants. Moi je vous dis, les Occidentaux, ils imposent leurs autorités partout, raison pour laquelle vous allez voir même dans certains pays en Afrique. Il y a des pays où les chefs d'État ils ont fait 5, 6, 7 mandats. Il n'y a pas d'avancée. Même aussi au Congo, il n'y a pas de changement. Je peux dire, interpréter même celui qui avait dit avant l'indépendance égale après les indépendances. Donc sur le plan culturel, mentalement, en tout cas l'homme congolais est vraiment au rabais. Il est vraiment au rabais donc sur tout le plan. Sur tout le plan, mais si je dois vraiment marteler sur le plan civilisé, nous sommes vraiment en retard. On retrouve des chèques partout, on retrouve des excréments partout, il n'y a que des urinoirs. D'autres par contre évoquent les avancées d'après-indépendance. On peut dire qu'avancer comme tel, oui, il y a une avancée, c'est que la conscience a quand même pris. Il y a aujourd'hui des Congolais qui sont devenus beaucoup plus responsables, qui peuvent gérer des États. Nous avons connu au moins 5 présidents et plusieurs parlements.
De ce côté-là, on ne peut pas d'une avancée. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits entre-temps. Nous avons produit beaucoup d'universitaires aussi. Nous avons produit beaucoup d'universitaires parce que lors de l'accession à l'indépendance, il y avait que des universitaires étaient comptés sur le bout du doigt de la main. Malgré ces avancées, beaucoup reste encore à faire dans ces pays riches en ressources naturelles inestimables. Quittons dans ce chapitre de l'indépendance pour parler processus électoral. En bref, l'opposition dit maintenir sa position et ses exigences. C'est après les échanges de ce vendredi 30 juin avec le président de la CENI, Denis Kadima. Leurs exigences portent notamment sur la révisitation de la loi électorale, la récomposition de la CENI et la récomposition de la Cour constitutionnelle. D'après l'opposition, la rencontre de ces exigences et corrections permettra d'instaurer la confiance entre les parties prenantes et donc la tenue des élections crédibles, transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Toujours dans le même chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi a reçu en audience une dizaine des gouverneurs des provinces, chose indispensable afin d'organiser les élections dans un climat de paix. Profitant de cette occasion, les gouverneurs ont soumis aux ministres les difficultés auxquelles ils font face pour stabiliser leur province. Suivez le commentaire de Patience Lokeke. En marge des élections de 2023, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu en audience une dizaine de gouverneurs. À ces gouverneurs, Peter Kazadi a émis le vœu de voir le pays stable afin que les prochaines élections se déroulent dans un climat de paix. Il a ensuite partagé quelques conseils concernant le renforcement de sécurité au niveau de province. Au sorti de l'audience, l'un des gouverneurs est revenu ici sur le sens de leur rencontre. Nous sommes venus ici raconter l'autorité pour lui présenter nos civilités, mais également ça a été une occasion pour lui, notre tutelle, de nous prodiguer des conseils en rapport avec les élections futures. Il nous a donné des conseils aussi par rapport à la stabilité qui doit régner dans nos provinces, sans oublier le fait que nous devons nous mobiliser tous pour accompagner le processus électoral. Absolument, nous avons fait part à l'autorité des difficultés que nous avons, des difficultés d'ordre sécuritaire. Et là, vous savez ce qui doit aller avec la sécurité, il faut les moyens. Il a promis de nous accompagner et de faire parvenir notre message acquis des droits. À notre population, c'est de rester calme. Les autorités nationales qui sont ici sont décidées de les accompagner, mais également d'aller vers la paix, parce que la paix est une priorité pour elles. Signalons que Peter Kazadi a promis au gouverneur un accompagnement et de faire parvenir leur message acquis de droit. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a visité les sites devront abriter les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juin au 6 août prochain. Cette visite du chef du gouvernement intervenue ce jeudi 29 juin était une occasion pour lui de se rassurer de l'évolution des travaux à 29 jours du début des Jeux. Blessé de Kozola au commentaire. C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs et que le travaux de finition sur tous les différents sites concernés par le 9e jeu de la francophonie s'exécute en tenant compte des délais impartis en vue de la réussite totale de l'organisation de ces grands rendez-vous que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est rendu une fois de plus ce 29 juin 2023, soit au J-29 sur les différents sites. Accompagné du ministre d'État en charge des ITP, des cellules de sport et du directeur des 9e jeux, le chef du gouvernement a débuté sa ronde par le stade de Martyr où il a reçu sur place des explications détaillées de la part des entrepreneurs commis à ces travaux avant de scruter chaque détail sur les sites. Au stade Tata Raphaël, le Premier ministre s'est livré au même exercice. Ici, il a également visité le terrain de foot, la salle de basket et autres. Après cette visite d'inspection, le chef du gouvernement s'est confié à la presse en déclarant ce qui suit. Voilà, aujourd'hui, jour J, moins 29, nous avons tenu à passer sur tous les sites qui vont concerner directement les Jeux, notamment sur le site du stade des Martyrs et ici au stade Tata Raphaël, juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis.
parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes venus avec les ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Rappelons que la 9e édition de Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les travaux de construction des infrastructures devant abriter les Jeux sont au stade de finition sur l'ensemble des sites. À quelques jours du rendez-vous, le Premier ministre s'est rendu sur le terrain pour donner du punch aux entreprises en vue d'une prompte livraison des ouvrages. 2 policiers auteurs de kidnapping ont été arrêtés jeudi à Kinshasa, non loin du camp lieutenant-colonel Kokolo. Ces derniers ont été surpris par les forces armées alors qu'ils essayaient d'embarquer la victime par force dans les véhicules. Le détail avec Patience Lokeke. Malgré toutes les mesures prises par le gouvernement pour arrêter les kidnappings à Kinshasa, mais voici un incident de plus. Les forces armées de la République ont attrapé, main dans le sac, 2 policiers auteurs de enlèvements alors que ces derniers voulaient embarquer une dame de force dans un véhicule IST communément appelé Ketch. Il s'agit des commissaires principal, capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo à Pongo, tous 2 de la police nationale. La victime relate ici le fait. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandi ko continue route na ngai. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aye yo Bazo Bengayo. Maintenant, ils voulaient me prendre par force pour me jeter dans la ketch nabango. C'est comme ça que j'ai crié. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakotsanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naende babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal. Naebi bango te o te to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Ba komi ko menacer batu wana batika bako tsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde bato quartier ba ye. Naebi si bango benga ba soldat ya barrière ya camp Kokolo. C'est comme ça bango nde ba ye au secours. Bakangi bango to se retrouver en tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Signalons que plusieurs effets ont été retrouvés dans leur véhicule, notamment un pistolet GP9 mm, 2 paires de ciseaux, un parfum, de drogue ainsi que les notes de cours d'un étudiant. Allons dans la province du Lualaba où le centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a ouvert des nouveaux laboratoires modernes à Kolwezi. Les nouveaux appareils et équipements installés dans la province de Lualaba vont permettre un travail de grande précision dans l'analyse et la certification des minerais. Les détails avec Patrick Ilunga. L'inauguration de ces laboratoires modernes à Kolwezi ouvre à coup sûr une ère nouvelle où l'outil de haute qualité va permettre un travail de grande précision dans l'industrie minière congolaise. En tant qu'établissement public, le CESE veut à tout prix répondre aux défis de la modernité avec un outil qui ne laisse quasiment pas de place à l'approximation pour un secteur générateur de l'essentiel des ressources de l'État. Conformément à ses exigences normatives et ses missions régaliennes et en tant qu'établissement public technique, le CEC a institué ce projet pour soutenir aussi l'État et le gouvernement congolais à la satisfaction des autorités du pays, dont la gouverneure Fifi Masuka du Lualaba. En tant que responsable technique du centre de négoce de Moussompo dans le Lualaba,
dont les principes généraux de création ont été fixés par le ministère des Mines avec le gouvernement provincial de Lualaba, dans le souci de canaliser tous les produits d'exploitation artisanale vers le circuit officiel. Le CEEC s'est engagé dans l'un des grands et ambitieux projets depuis sa création, qui consiste à doter l'État congolais de son moyen d'analyse physico-chimique de tous les produits miniers marchands qui sortent de son territoire afin qu'ils soient valorisés à leur juste valeur. En sport, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA a tenu un point de presse ce jeudi 29 juin 2023 au siège de la dite institution située dans la commune de la Gombe. Ce point de presse consistait à annoncer officiellement la convocation de l'Assemblée générale élective, mais aussi l'élection des membres de la commission électorale et de recours de la même date. Blessed Kozola et Mikael Kimbuta étaient sur les lieux. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a tenu un point de presse ce jeudi 29 juin 2023 au siège de la FECOFA dans la commune de la Gombe. Tenu par Sabin Machini, membre du CONOR, ce point de presse a consisté à annoncer la convocation de l'Assemblée générale élective de la FECOFA le 8 juillet prochain, ainsi que l'élection de membres de la commission électorale et la commission de recours qui aura pour mission d'élire le membre à tous les niveaux, comme annoncé par les secrétaires généraux Maître Innocent Kimbundolo. À cette assemblée vont s'y prendre part les habitués, les traditionnels représentants de nos ligues provinciales. Et cette assemblée aura un ordre du jour axé principalement sur l'élection. L'élection, disais-je, des membres de la commission électorale ainsi que de la commission de recours pour que le CONOR ne soit pas organisé pour eux ces élections-là. Personne ne sera accusé d'avoir nommé un proche à lui pour favoriser X. Vous allez vous rendre compte qu'à la présidence, il y a eu 3 candidats. Comme vice-président, il y en a eu 6. Était présent à ces points de presse le membre du CONOR, mais aussi le membre de la Ligue nationale de football féminin. Allons au-delà de nos frontières, faisons place à la page internationale. L'Éthiopie a présenté ce jeudi 29 juin une demande d'adhésion au groupe des BRICS, a annoncé son ministère des Affaires étrangères, alors que le groupe des BRICS représente près de 42% de la population de la planète et environ 25% du PIB mondial. Addis Abeba estime que son adhésion à ce bloc d'économies émergents représente un moyen pour mieux garantir ses intérêts nationaux. Les commentaires avec Jojo Moulamba. L'Éthiopie a officiellement déposé une demande d'adhésion au groupe de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le pays d'Haïlé Sélassié espère que le BRICS donneront une réponse positive à la demande formulée. Pour ces pays, il est important d'adhérer à des blocs tels que le groupe de BRICS pour mieux garantir ses intérêts nationaux. L'Éthiopie, qui enregistre une croissance économique rapide depuis plusieurs années, est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Son économie occupe le 59e rang mondial selon le Fonds monétaire international. Depuis sa création en tant que BRIC en 2006, le groupe n'a admis qu'un seul pays membre, en l'occurrence l'Afrique du Sud, en 2010. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au sein du groupe BRICS, Anis Oklal, avait annoncé en avril dernier que 13 pays, dont l'Argentine, l'Iran, l'Afrique du Sud et l'Algérie, ont officiellement déposé de demandes d'adhésion à ces blocs de pays émergents. Aujourd'hui, les groupes de BRICS représentent 42% de la population de la planète et environ 26% du produit intérieur brut mondial. Ces membres ne disposent cependant que de 15% de droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.
Je l'ai annoncé en titre, au Ghana, la compagnie minière australienne a publié le 29 juin une étude de faisabilité définitive pour le projet Ewoyaa, destiné à devenir la première mine de lithium du Ghana. Cet actif peut livrer 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène sur 12 ans, générant au passage 6,56 milliards de dollars de revenus sur cette période contre 4,84 milliards de dollars dans l'étude de pré-faisabilité de septembre 2022, soit une hausse de 36%. Toujours avec Jojo Moulamba. La première mine de lithium du Ghana peut rapporter 6,6 milliards de dollars américains en 12 ans. Pour concrétiser ces potentiels, l'étude précise néanmoins qu'Atlantide devra injecter 185 millions de dollars américains pour les travaux de construction, investissement qui sera récupérable au bout de 19 mois. Parmi les autres retombées financières du projet, notons l'EBITDA annuel de 316 millions de dollars américains et un flux de trésorerie disponible de 2,4 milliards de dollars américains sur la durée de vie du projet. Ewoyaa affiche enfin une valeur actuelle nette de 1,5 milliard de dollars américains avec un taux de rentabilité interne élevé à 105%. D'après les experts, l'étude de faisabilité définitive a réaffirmé le résultat économique impressionnant et le potentiel de rentabilité du projet Ewoyaa Lithium, ce qui renforce la confiance dans la capacité d'Ewoyaa à devenir à court terme un producteur important de concentré de spodumène. Il faut souligner que le développement de la première mine de lithium du Ghana ne devrait pas être retardé par la question du financement. En 2021, les fournisseurs américains de matériaux pour véhicules électriques Piedmont Lithium s'est en effet engagé à financer les travaux de construction de la mine à hauteur de 70 millions de dollars américains afin d'obtenir jusqu'à 50% d'intérêt dans le projet et le droit d'acquérir 5% de la production. Piedmont, qui livre notamment du lithium au géant électrique Telsa, complétera à part égale avec Atlantide le reste du montant restant à mobiliser. Ce journal touche à sa fin, mais avant, je vais vous rappeler les titres. Une grande journée d'action de grâce réunissant plusieurs confessions religieuses a eu lieu ce vendredi 30 juin au stade de Martyrs. Des déclarations de prière en faveur du pays ont été faites en cette journée qui symbolise l'indépendance de la RDC et à l'international au Gabon. Une étude de faisabilité définitive pour le projet Ewoyaa a été publiée. Cet actif pouvant livrer 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène sur 12 ans et la première mine de lithium du Ghana. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention et bonne fête de l'indépendance.